La République démocratique du Congo et la Chine veulent renforcer leurs relations bilatérales, notamment sur les plans économiques. Le président Félix-Antoine Tshisekedi entame une visite d'État de 4 jours en Chine, la toute première de sa présidence. Vous le verrez. Et puis, fin de la mission d'audit externe du fichier électoral de la CENI, la commission électorale a officiellement remis au gouvernement l'avant-projet des lois sur la répartition des sièges. Un reportage à suivre dans ce journal. Et puis, impact socio-économique et industriel de l'exploitation des hydrocarbures en RDC. C'est sous ces thèmes que le ministre Didier Boudimbu a échangé avec les étudiants des facultés du pétrole et gaz des 3 institutions universitaires à l'université de Kinshasa. Un reportage à suivre également dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle livraison d'informations sur votre télévision. Attendu depuis plusieurs mois, le président Félix-Antoine Tshisekedi va finalement effectuer sa toute première visite d'État en République populaire de Chine. Une visite qui va justement débuter ce 24 mai 2023. Il sera question de renforcement de la coopération bilatérale entre les deux États, mais aussi les échanges économiques avec le monde chinois des affaires et en perspective des contrats, des partenariats avec des géants chinois de la technologie comme Huawei. Regardez. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a quitté Kinshasa ce mardi en fin de matinée pour une visite d'État de 4 jours en République populaire de Chine. Cette première visite d'État du président Tshisekedi sera marquée par une rencontre en tête-à-tête le 26 mai à Pékin avec son homologue chinois Xi Jinping. Invité par les officiels chinois, le président Félix-Antoine Tshisekedi entend échanger avec son homologue sur la redynamisation des relations bilatérales sino-congolaises. À l'occasion du 50e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques sino-congolaises en novembre 2022, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait, dans un entretien téléphonique avec le président chinois Xi Jinping, salué les relations bilatérales tout en évoquant sa détermination d'approfondir sans cesse l'amitié traditionnelle entre les deux pays et à promouvoir le partenariat stratégique RDC-Chine pour obtenir des nouveaux résultats dans l'intérêt des deux peuples. Pour sa première visite d'État en Chine, Félix-Antoine Tshisekedi a un agenda très chargé. Outre les hauts dirigeants chinois, le chef de l'État va consacrer un peu plus de temps pour des échanges économiques avec le monde des affaires. Après l'étape de Pékin, le président Félix-Antoine Tshisekedi est attendu à Shanghai, Hong Kong ou encore à Shenzhen. À cette dernière étape, le président de la RDC devrait rencontrer les entrepreneurs chinois, dont les géants de la téléphonie Huawei. Il est prévu la signature d'un accord de coopération entre la RDC à travers le ministère du numérique et ce géant chinois. Cette visite d'État intervient alors que l'Inspection générale des finances et le Parlement ont, sur base d'un rapport, recommandé une renégociation du contrat chinois, qualifié des contrats léonins et non bénéfiques à la République démocratique du Congo. Je l'ai également annoncé dans le sommaire de ce journal, le ministre congolais en charge des hydrocarbures, Didier Boudimbu, a tenu ce mardi 23 mai 2023 à l'université de Kinshasa une conférence axée essentiellement sur l'impact socio-économique et industriel de l'exploitation des hydrocarbures devant une assistance composée majoritairement des étudiants de la faculté du pétrole et gaz des 3 institutions universitaires, à savoir l'UNIKIN, l'IPG et l'UFA. Le numéro 1 des hydrocarbures en RDC a fait l'économie des atouts que représente son secteur. C'est dans la salle Monécosso de l'université de Kinshasa que le ministre des Hydrocarbures, en compagnie des services ministres, a échangé avec la communauté estudiantine de cette université, de celle de l'Institut du pétrole et gaz et de l'université franco-américaine. Dans son allocution, il a présenté les rendements que génèrent déjà des appels d'offres de blocs pétroliers et gaziers lancés il y a peu. Nous avons déjà pu avoir 3 acquéreurs, 2 sociétés américaines et une canadienne. Nous avons fait ces appels d'offres dans toute la transparence possible. Les déploiements étant de la RTC, nous avons mené des enquêtes par rapport à la capacité financière et technique par rapport à ces sociétés. Par rapport aux appels d'offres sur les 27 blocs pétroliers. Au moment où nous parlons, déjà les 3 blocs dans le bassin côtier, les gens et les sociétés qui ont solutionné,
Tous les 3 blocs, il y a eu des sociétés qui sont alignées. Nous avons passé l'étape de la présélection. Maintenant, nous sommes en train de voir les dossiers pour pouvoir passer à l'étape de la sélection et au final, on peut dans les discussions. Les hydrocarbures, source génératrice de richesses dans bien de pays, tant à l'échelle régionale qu'internationale, nécessitent une attention soutenue de la part des futurs cadres de ces secteurs. C'est un secteur qui est pratiquement vierge parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 4% de notre potentiel en hydrocarbures qui est utilisé dans la République démocratique du Congo. C'est grave. 96% de acquis. Nous devons tous nous impliquer. Le Gabon exploite au sein de la République équatoriale, ça va faire 50 ans. Économique, conditions fortes, ça ne dérange pas. Pourquoi pas faire des sites? Nous avons l'obligation de développer notre secteur. Les hydrocarbures, nous avons vu ce que ça peut faire à Dubaï. Mais grâce au pétrole, regardez à quoi nous sommes Dubaï. Et soit les États-Unis, leur développement, c'est grâce au pétrole. Pourquoi pas le Congo? Quand vous partez en Angola, à Rwanda, le développement, c'est le pétrole. Pourquoi pas le Congo? Ces assises se sont tenues sous les thèmes impact socio-économique et industriel de l'exploitation des hydrocarbures sur le 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Et en marge de cette rencontre scientifique, les étudiants interrogés ont loué cette initiative qui représente une opportunité cruciale d'échanger sans aucun filtre avec le ministre des Hydrocarbures sur les questions liées à l'impact socio-économique et industriel de l'exploitation des blocs pétroliers et gaziers en RDC. On les écoute. Premièrement, c'était avec grande joie de pouvoir partager avec son Excellence, Monsieur le ministre des Hydrocarbures, ainsi que la vice-ministre, Madame Wivine Moleka, en ce qui concerne le lancement des appels d'offres de 27 blocs pétroliers ainsi que les 3 blocs gaziers. C'était pour nous des interventions très riches qui, je crois que même ceux qui viendront après nous, après nos générations, auront quand même cet événement comme acquis. Et je pense que tout pétrolier se retrouver par rapport à la conférence d'aujourd'hui. C'est pour la toute première fois dans notre pays qu'il y ait unité entre 3 universités qui forment en pétrole et gaz, mais aussi pour la toute première fois qu'un ministre d'un secteur quelconque vienne se confronter face aux étudiants, vienne parler des différentes réalités que nous rencontrons dans le secteur, principalement dans le secteur des hydrocarbures. Alors nous pouvons dire que ces assises ont eu un très grand impact. Et j'espère qu'à partir de la sortie de cet événement, tout étudiant dans le domaine du pétrole et gaz a un autre aperçu en ce qui concerne le secteur des hydrocarbures. En tant que futur cadre, je m'attends à ce que le secteur des hydrocarbures améliore les conditions de vie de nos populations locales. Tout ce qui a été débattu servira à l'émergence de notre pays, la République démocratique du Congo, et bien évidemment de notre secteur des hydrocarbures. Avec les appels d'offres actuels, nous serons bénéficiaires, nous, la main-d'œuvre locale. Bien sûr, comme on dit, le pétrole, c'est de l'or noir. Et alors, avoir le boom pétrolier, ou soit les potentialités pétrolières qui renferment notre sous-sol, on est sûr, on est certain et on espère qu'avec la volonté politique et avec l'accompagnement des scientifiques, bien sûr, les pays pourraient se développer grâce à ces secteurs, comme partout ailleurs, bien sûr. L'avant-projet des lois sur la répartition des sièges est désormais entre les mains du gouvernement central de la République démocratique du Congo. La CENI, conduite par son président Denis Kadima et une forte délégation, a déposé ce texte lundi soir auprès du vice-premier ministre et ministre congolais en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. Regardez. Conformément à son calendrier publié le 26 novembre 2022, la CENI a déposé l'avant-projet des lois sur la répartition des sièges au ministère de l'Intérieur. Une étape déterminante du processus électoral qui tourne définitivement la page de la révision du fichier électoral et conduit vers l'ultime étape de réception et de traitement des candidatures. Nous sommes venus déposer l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au niveau national, au niveau provincial et local. Et c'est cela qui va nous amener droit dans la phase de réception des candidatures et traitement de ces mêmes candidatures. Donc on a déposé l'avant-projet pour que le vice-premier ministre l'amène au gouvernement qui à son tour va l'acheminer au Parlement afin qu'une loi soit adoptée dans ce sens-là. Pour le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, le cheminement du processus électoral ne connaîtra aucune souffrance une fois la loi promulguée.
Après cette étape, en fait, nous venons de tourner la page de l'enrôlement des électeurs. On connaît maintenant le nombre de personnes inscrites sur la liste. Maintenant, la prochaine étape, dès qu'il y a la loi sur la répartition des sièges, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale. Et plus tard, ça sera pour la députation provinciale et les élections locales. Et enfin, le 1er septembre, ça sera pour le président de la République. Donc il n'y a plus rien qui puisse nous arrêter. Nous sommes vraiment dans la ligne droite vers les élections. Cet avant-projet de loi sur la répartition des sièges a été adopté par l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante le dimanche 21 mai 2023. Restons toujours dans le chapitre lié aux élections en RDC. Les experts internationaux ont déclaré fiable le fichier électoral de la CENI, et ce, après l'audit qu'ils ont mené. Le rapport contenant les conclusions de cet audit externe a été lu par Jeannette Love lors de la conférence de presse organisée à l'hôtel Béatrice lundi ici à Kinshasa, en présence du président de la CENI et des membres de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, des représentants des organisations de la société civile, des représentants diplomatiques et bien d'autres. Reportage. Cette mission qui s'est étendue du 15 au 20 mai a été composée de 2 groupes linguistiques hétérogènes. Les 2 groupes constitués, outre Jeannette Love de l'Afrique du Sud, Mouhabi Loufou de Malawi, Joseph Topangu, Kabata Kabamba et Vianney Nzazu, tous congolais. La chef de mission revient ici de ce qui ressort de ces rapports. In a way that was very responsive and as rapid as possible. Et nous avons vu que la CENI a été en mesure de déployer les techniciens de manière responsable et de manière efficace. La CENI a changé une certaine manière de travailler, la manière dont les choses étaient organisées pour les rendre moins centralisées et plus efficaces. Le système élimine les gens qui ont essayé faire enregistrer sans avoir été au bureau d'enregistrement, au centre d'inscription. Et voici la question cruciale. Est-ce que nous pensons que cet enrôlement a été fiable? Est-ce que nous croyons que les résultats qui sont disponibles sont crédibles en tenant compte du système? Et la réponse de tout le monde dans cette équipe a été oui. Signalons par ailleurs qu'après l'exposé de la présidente des commissions, l'un des moments forts de cette conférence de presse était notamment la partie interactive entre les membres de la commission et les journalistes. Cette dernière a permis un échange qui a éclairé la lanterne des journalistes et en soulevé quelques préoccupations. Et en marge de la clôture de la mission des experts internationaux déclarant fiable le fichier électoral de la CENI, le président de cette institution congolaise d'appui à la démocratie, Denis Kadima, a exprimé sa satisfaction face au travail effectué par cette mission. Justement, on l'écoute. C'est un grand travail qui a été fait, bien entendu dans un délai très réduit, mais c'est des professionnels et leurs conclusions nous rassurent parce qu'ils ont trouvé que le fichier électoral est fiable. Ils ont même dit que nous avons une très solide fondation pour le reste. Donc en tant que président de cette institution qui a travaillé d'arrache-pied, nous sommes sans doute satisfaits. La prochaine étape, c'est la publication des statistiques sur l'enrôlement, ça sera aujourd'hui, et puis le dépôt de l'avant-projet sur la répartition des sièges. Ça aussi, ça sera fait aujourd'hui. Et évidemment, à partir de cet instant, nous avons tourné la page de l'enrôlement des électeurs et nous passons à la réception et au traitement des candidatures dans les semaines qui viennent. Les élections, c'est pour le 20 décembre 2023. Et rappelez-vous de ça. Si vous allez être candidate, je vous encourage de prendre ça très au sérieux.
Dans un autre chapitre, Vodacom Congo accueille positivement la mission des contrôles des conformités à la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés en RDC, lancée récemment par le directeur général de l'ARSP qui s'effectue dans les sociétés principales à travers la ville-province de Kinshasa. Kali Al-Americani l'a dit à la presse au sortir de l'audience lui accordée par Miguel Katembe Kachala. On a demandé à rencontrer l'honorable DG Miguel pour pouvoir déjà se rencontrer, mais également l'écouter et avoir sa vision sur la meilleure façon d'implémenter la loi sur la sous-traitance, en ligne avec ce que son Excellence le Président de la République a demandé à l'industrie et au secteur public de faire. C'était également pour réitérer notre soutien et notre alignement stratégique avec la loi sur la sous-traitance, partant du principe que créer des richesses locales, créer des champions locaux, a démontré dans d'autres géographies à travers l'Afrique et le reste du monde que ça apporte de la richesse au pays et que naturellement, ça profite à tous les opérateurs économiques, qu'ils soient publics, privés ou para-étatiques. Donc c'était dans ce sens-là, c'est pour réitérer notre soutien absolu et réel pour la bonne implémentation de la loi sur la sous-traitance qui va permettre à nos économies de se développer. Et pour une société comme nous, ce sont des coûts que nous avons déjà. Donc il est plus intéressant pour nous que ces coûts soient orientés vers de la création de richesses locales qui naturellement se retraduira dans la richesse pour les opérateurs tels que nous. Donc, et ça va créer des emplois, ça va créer de la richesse locale, ça va augmenter le pouvoir d'achat et le niveau de vie de nos populations et naturellement ça va se transformer en richesse additionnelle pour le pays et donc pour les opérateurs tels que nous qui opérons uniquement pour la clientèle congolaise. Donc tout ce qui peut contribuer à l'enrichissement et l'augmentation de la valeur de ces différents participants à notre industrie est quelque chose que l'on accueille avec beaucoup d'optimisme. Le ministre en charge des Sports et Loisirs, François Kaboulo-Moana Kaboulo, a reçu en audience lundi la délégation des responsables des fédérations membres de la Confédération congolaise des sports de combat qui ont tourné le dos au Festival africain des arts martiaux qui se tiendra à Kinshasa du 17 au 24 juin prochain. Il a souhaité cerner les raisons de leur décision et si possible de faire rétropédalage. Regardez. Les responsables des fédérations congolaises des sports de combat souhaitent suspendre leur participation à cette édition du Festival africain des arts martiaux. Et pour le faire rétropédaler, les ministres des Sports Claude-François Kaboulo-Moana Kaboulo et ces derniers ont passé en revue toutes les questions qui fâchent en rapport avec l'organisation de ces festivals. Au cours de cette tête-à-tête, le patron de sport s'est montré rassurant, à en croire Eric Kindambo, président de la Confédération congolaise des sports de combat. Nous restons fermes sur notre position. Donc, les membres de la Confédération congolaise des sports de combat qui ont pris part à la réunion de samedi dernier confirment leur suspension à la participation de l'organisation du FADAM, comme on l'a dit. Et nous l'avons aussi répété à son Excellence, Monsieur le Ministre. Je pense qu'à ce stade, nous pouvons dire que son Excellence, Monsieur le Ministre, est au contrôle de toute cette activité. Le président congolais des Taïjouti a souligné que le ministre Kaboulo attend que le FADAM lui apporte les éléments exigés pour lui permettre d'apprécier. Son Excellence, Monsieur le Ministre, aussi attend des éclaircissements clairs parce qu'il sait que d'avant tout, c'est la fête pour les sportifs des sports de combat. Il attend les preuves que l'organisateur lui a promis d'apporter et qui pourront nous revenir encore autour d'une table pour vous donner plus d'éléments. Cette situation confuse intervient à moins de quelques jours de la date annoncée pour la tenue de cet événement. Le budget alloué au secteur agricole en République démocratique du Congo n'a jamais dépassé 2 à 3% jusqu'à fin 2022. C'est ce qui ressort de l'étude publiée le week-end dernier par l'Observatoire de la dépense publique. À cette occasion, le président de cette organisation a proposé une nouvelle politique volontariste basée sur 6 volets, notamment l'appui des structures d'accompagnement des paysans. Les détails des Juvette Mbelou. Selon l'étude faite par l'Observatoire de la dépense publique, le budget du secteur agricole en RDC n'a jamais dépassé 2 à 3%
de prévision du budget jusqu'à fin 2022. Ce budget est souvent moins de 1% à la phase d'exécution, ce qui représente environ 50 millions de dollars américains. À en croire également ce rapport, le budget de la recherche agronomique n'a jamais dépassé 0,1% du budget, ce pendant que l'accord de Maputo recommande aux pays de la SADC de réserver à l'agriculture 10% du budget global. Pour développer le pays, l'ODEP a fait savoir que l'agriculture doit devenir la priorité des priorités car le secteur agricole peut permettre la diversification de l'économie de la République démocratique du Congo et créer plusieurs emplois. Pour faire face à cette situation, l'Observatoire de la dépense publique propose une nouvelle politique agricole qui repose sur un choix politique volontarisme basé sur 6 volets. Il s'agit notamment de l'appui des structures d'accompagnement des paysans, de la mise en avant d'une autre logique technologique, de la reconquête des marchés urbains, de la révision de la structure des prix et des limitations d'un cadre régional d'échange, pour ne citer que cela. Quelques tensions ont été observées dans la matinée de ce mardi 23 mai 2023 à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa à la suite de la nouvelle mise en place à la tête de cette institution supérieure. Le directeur général Emile Ngoy vient d'être remplacé par le professeur Edson Nyonsaba. Regardez. La décision du ministre de l'ESU, Moindo Zangui, portant remplacement du directeur général Emile Ngoy par le professeur Edson Nyonsaba, divise à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Pour certains étudiants de cet établissement supérieur, ce remplacement est inopportun, alors que pour d'autres, la décision est bien accueillie et ils sont à l'attente de la prise de fonction du nouveau directeur général. Mais cette nouvelle, personnellement, ne m'a pas plu. Le salaire que j'ai ici à l'IET Gombe, j'ai trouvé que certains amis qui étaient mécontents, parce que nous avons décidé de manifester, de dire au ministre que nous ne partageons pas ce qu'on a dit, et puis nous soutenons avec toute notre énergie le DG Emile Moïkakoni. Vu les résultats qu'il a fait à l'IET, qui est actuellement la grande école de commerce de Kinshasa, non seulement de Kinshasa de l'Afrique centrale, nous pensons et nous espérons qu'avec lui, l'IET aura une grande réputation ici au Congo, et pourquoi pas en Afrique centrale. Oui, moi, je suis venu répondre positivement à ce changement de DG dans notre institut. Le DG qui vient, je suis d'accord avec lui parce qu'on a augmenté le temps d'académique ici. On fait que nous pouvons payer les temps d'académique en dollars. Nous ne voulons pas de ça. Et si vous voulez aller payer à la banque là-bas, on va vous faire payer dans le taux de 25. Ce n'est pas normal quand même. Moi, je suis vraiment d'agir pour que notre DG, la CDC puisse partir et j'ai besoin de changements à lui. Soulignons que le professeur Emile Ngoy, remplacé au poste du DG de l'IEC par le professeur Edson Nyonsaba, a été nommé secrétaire général chargé de la recherche à l'université de Kinshasa. Il a accédé à ce poste en mars 2022 en remplacement du professeur Augustin Mapapa Mbangala. Et place à présent à la revue des presses et c'est avec Betty Tamfumo. Bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs. L'actualité toujours dominée par la marche de l'opposition. Dans un communiqué dont le quotidien Forum des As relaie, les États-Unis, l'Union européenne et la CENCO désapprouvent. Les États-Unis se disent préoccupés par les indications d'un usage disproportionné de la force par les forces de sécurité lors de la marche organisée le samedi dernier à Kinshasa par l'opposition. Tout en exprimant ses vives préoccupations, les États-Unis, soulignent le confrère, n'ont pas manqué de saluer l'engagement rapide du gouvernement congolais à identifier et à détenir les agents de sécurité responsables des actes disproportionnés de la force et disent accueillir l'affirmation rapide du ministre congolais des droits humains de l'importance de ces violations de droits de l'homme. Autre réaction, c'est celle de l'Union européenne. Pour Forum des As, l'Union européenne ne dit pas autre chose non plus par rapport aux événements malheureux du samedi 20 mai. L'Union européenne condamne la répression violente d'une manifestation de l'opposition et l'usage qu'elle qualifie de disproportionné de la force à l'encontre de manifestants, y compris de mineurs.
De son côté, la Senco était querue par l'usage d'armes blanches par des manifestants au vu et au su de la police sans être interpellés. C'est dans radio-okapi.net. Du côté de l'opposition, on ne baisse pas le bras. Dans une correspondance consultée par brève.cd, le bloc de l'opposition a saisi lundi 22 mai le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour l'encadrement de son sit-in prévu le 25 mai devant le siège de la CENI. À ce sujet, précise le journal Ouragan, tout le jeudi de la semaine seront désormais organisés un sit-in devant les installations de la centrale électorale pour exiger 2 élections crédibles, inclusive et transparente. Cette décision de principale plateforme politique de l'opposition, souligne le tabloïd, sera maintenue jusqu'à l'obtention de la récomposition de la CENI. Audit du fichier électoral, c'est le radio-okapi.net, les 5 experts nationaux et internationaux recrutés par la CENI ont présenté le lundi à Kinshasa les conclusions de leur travail d'audit du fichier électoral. Il ressort de ces rapports, note le journal, que sur plus de 47 millions d'enrôlés bruts, plus de 3 300 000 électeurs ont été élagués du fichier. Parmi les personnes écartées, poursuit le site, figurent notamment 2 235 798 doublons et 976 506 mineurs. À ces chiffres s'ajoutent 140 239 radiés pour photos et 1559 exclus. D'où la confirmation des experts internationaux de la fiabilité du fichier électoral. Les sites concluent par la satisfaction du président de la CENI qui s'est dit satisfait du travail que les experts électoraux externes ont abattu dans un temps record pour auditer le fichier électoral pouvant servir aux élections de décembre 2023. Kinshasa et Pékin, partenaires historiques, tournés vers l'avenir. C'est le quotidien de la 11e rue Limité industrielle qui titre ainsi. Selon Forum d'Uzas, le président Tshisekedi va effectuer une visite d'État en Chine du 24 au 28 mai, précise le confrère, pour relancer le partenariat RDC-Chine. Selon le confrère, cette première visite d'État du président Tshisekedi a pour objectif de relancer sur de nouvelles bases le partenariat. On termine cette revue de presse avec ces chambardements à l'enseignement supérieur et universitaire. Okapi-news.net nous apprend que le ministre de l'ESU a signé un arrêté ministériel portant désignation et nomination des membres de quelques communautés de gestion des établissements de la ville-province de Kinshasa. Ainsi donc, le professeur Emile Ngoï Kasongo quitte la direction générale de l'IEC Kinshasa pour rejoindre le secrétariat général académique de l'université de Kinshasa où il remplace le professeur Estache Banza Somwe. C'en est fini pour la revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Voici tout de suite le rappel des titres de cette édition du journal. La République démocratique du Congo et la Chine veulent renforcer leurs relations bilatérales, notamment sur les plans économiques. Le président Félix-Antoine Tshisekedi entame une visite d'État de 4 jours en Chine, la toute première de sa présidence. Et puis, fin de la mission d'audit externe du fichier électoral, la Commission électorale nationale indépendante a remis officiellement au gouvernement de la République l'avant-projet des lois sur la répartition des sièges. Un reportage que vous avez suivi dans ce journal. Impact socio-économique et industriel de l'exploitation des hydrocarbures en RDC, c'est sous ce thème que le ministre Didier Boudimbu a échangé avec les étudiants de la faculté du pétrole et gaz des 3 institutions universitaires. C'était à l'université de Kinshasa. Et c'est la fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. C'est notamment Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore TikTok. Mais dans l'entretemps, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur votre chaîne. Dans une sphère médiatique,
essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes. Voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre.